L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez Guy Verhofstadt, candidat à la présidence de la Commission européenne. Messieurs, c'est à vous. Bienvenue Guy Verhofstadt, bonjour. Bonjour. Il y a longtemps que vous n'êtes pas venu à Europe 1. C'est vrai, c'est vrai. Mais on vous connaît. Entre les costauds Jean-Claude Juncker et Martin Schulz, comment vous tracez votre chemin, qui est plutôt un petit sentier? Oui, un petit sentier, mais j'ai quand même de la chance. Hein. S'il n'y a pas de sentier, on n'a pas d'avenir. Ouais. Et surtout que nous, on est l'alternative pour les conservateurs et les socialistes. Et les conservateurs et les socialistes qui, ensemble, ont gouverné l'Europe pendant les 5 dernières années. Et les résultats ne sont pas convaincants. Alors, à partir de votre expérience, qu'est-ce qui manque à Jean-Claude Juncker? Non, mais il nie qu'il y a encore une crise. Il dit on est sorti de la crise. On est sorti de la crise. On ne peut pas dire ça quand on voit les chiffres du chômage, quand on voit le manque de croissance. Donc vous le dites, il n'est pas lucide. Où il ment. En tout cas, en ce qui concerne l'avenir de l'Europe, c'est juste, oui. Et Martin Schulz, candidat symbole des socialistes? C'est un ancien socialiste qui veut de nouveau faire des dettes, et qui n'a pas compris que les dettes sont à la base de nos difficultés d'aujourd'hui. Pourquoi vous dites qu'il fait des dettes? C'est ce qu'il propose dans son programme, c'est de nouveau d'essayer de sortir de la crise en faisant des déficits dans les différents États membres de l'Union. On dit en France, Verhofstadt, c'est le centriste. C'est-à-dire que vous avez le masque d'Yves Gégaud, de Marielle de Sarnez et de François Bayrou. Ouais, Marielle de Sarnez me ressemble un peu plus, les cheveux en tout cas. Mais les centristes... Sur le fond. Les centristes proposent en effet un saut en avant dans l'intégration européenne pour sortir de la crise. Ouais, attention, un saut en avant dans l'inconnu, on peut tomber dans le vide. Non, c'est pas dans l'inconnu, puisque c'est une deuxième vague, comme a fait Jacques Delors. Vous vous rappelez, dans les années 80, Jacques Delors a créé le marché intérieur, il a créé la croissance à ce moment-là, et il faut le répéter, il faut le refaire encore une fois, une deuxième fois. Dimanche, c'est l'heure du mea culpa de tous les Européens qui n'ont pas fait grand-chose à Bruxelles et à Strasbourg. Mais quel sera le vote utile? Qu'est-ce que c'est le vote utile dimanche? Le vote utile dimanche, c'est d'abord d'aller voter. Première chose. Deuxième chose, de choisir une liste qui est vraiment pro-européenne. Parce que l'avenir de notre continent, l'avenir de la France est dans une Europe qui est forte parce que c'est la seule possibilité pour défendre les intérêts français, la souveraineté au niveau européen. Réinventer la souveraineté au niveau européen, c'est ça le défi de ces élections. Face aux Chinois, face aux Indiens, face aux Américains. On va prendre des exemples pour parler de souveraineté, comme vous dites. Nicolas Barré, que vous avez entendu avec moi, disait tout à l'heure, les éleveurs et les bouchers français protestent aujourd'hui contre un bœuf américain nourri aux hormones, contre le poulet chloré, qui serait prévu dans le traité de libre-échange entre l'Amérique et l'Union européenne. Est-ce qu'il est normal, Guy Verhofstadt, que les citoyens en ignorent tout alors qu'ils risquent d'être dévorés tout cru par les lobbies américains? Ils n'ignorent pas tout, puisque si vous ouvrez Internet, vous pouvez trouver le mandat de négociation. Deuxièmement, il faut négocier durement. Quand moi je suis président de la Commission, ce sera non à un accord, par exemple, qui en finit avec les standards sanitaires, avec les normes écologiques, avec les normes au niveau social. Oui, mais qui nous garantit que tous les contrôles et toutes les règles actuelles seront respectées? Mais c'est ça qu'il faut justement mettre dans l'accord. Un accord, c'est justement quelque chose qu'il faut négocier. Et moi, je peux vous dire, on va être dur pour avoir un accord. Parce que je veux cet accord. C'est quand même 800 millions de consommateurs, de citoyens. C'est une énorme chance au niveau de la croissance économique. C'est-à-dire que l'Europe n'a pas intérêt à rester à l'écart du commerce mondial. Elle peut en bénéficier, mais qu'on en ait des preuves. Tout à fait. Surtout nos petites et moyennes entreprises. Parce que les PME, c'est eux qui n'ont pas d'entrée pour le moment dans le grand marché américain. Et c'est pour cette raison qu'il faut réussir ce traité, mais encore une fois, en respectant nos standards écologiques et sociaux. Thomas disait tout à l'heure que Michel Barnier dénonce ce procès d'intention parce que les règles actuelles seraient maintenues dans l'Europe. Guy Verhofstadt, un grand patron, Tom Enders, vient d'écrire à tous les salariés d'Airbus pour les encourager à voter en confiance en faveur de l'Europe qui a permis de créer leur entreprise si exemplaire. Alors, est-ce que vous dites que les grands entrepreneurs devraient aujourd'hui suivre son exemple? Ils doivent en tout cas sortir et sortir avec leurs opinions, leurs idées. Je dois vous dire, l'industrie ou l'économie ou les chefs d'entreprise britanniques le font. Hein, ils ont clairement dit que c'était de la foutaise de suivre les partis indépendantistes qui veulent sortir de l'Union européenne et de ce grand marché intérieur. La même chose, c'est vrai pour la France. La France et l'économie française, les PME françaises n'ont que de l'avenir à l'intérieur de ce grand marché. Mais il faut le consolider. Il faut aussi un marché intérieur au niveau des capitaux.
parce que c'est plus le cas. Il y a 28 marchés différents. Au niveau de l'énergie, on l'a pas. Au niveau de la numérique, on l'a pas. Au niveau de télécommunications, on l'a pas. Vous rendez compte tout le temps perdu par le Conseil européen, la Commission de Bruxelles et le Parlement de Strasbourg, Tout à fait. qui n'ont pas établi ces politiques communes. Guy Verhofstadt, aujourd'hui, Poutine est en train de négocier un certain nombre de choses à Pékin, où il est très bien accueilli par Xi Jinping, le président chinois. Et son Premier ministre Medvedev vient de dire que le gaz russe, qui n'irait plus vers l'union de l'Europe, pourrait être, au pire, réorienté vers la Chine, si la situation est grave. Est-ce que vous pensez que c'est envisageable? Non, c'est une réalité, pour le moment. Oui. On est en train de préparer cela. Et justement, ce qu'il faut faire, c'est créer cette communauté d'énergie au niveau européen la plus vite possible. On l'a annoncé en 2006, on ne l'a pas réalisé. Et donc, la conséquence en est que maintenant, avec l'affaire Ukraine et avec l'affaire autour de la Crimée, on est encore plus dépendant du gaz russe. Donc, la première chose à faire, créer la communauté énergétique au niveau européen. C'est une de mes priorités comme président. Alors, on va créer un réseau au niveau européen, ce qui rend par exemple possible que de l'énergie solaire qui a été produite en Espagne peut être exportée dans les autres pays de l'Union européenne, qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut importer du gaz russe pour nos besoins énergétiques. Mais vous savez qu'on accuse les centristes de rêver, je dis le mot, c'est un peu grossier, d'une Europe libérale et fédérale. C'est vrai? Ouais, fédéral, moi je suis un fédéraliste, mais pas dans le sens que beaucoup de Français le comprennent. Moi je suis contre un super-État, contre trop de bureaucratie, trop de réglementation détaillée. Donc moi je veux une Europe qui s'occupe des choses où il y a une plus-value. Par exemple, plus-value, c'est par exemple au niveau énergétique, au niveau digital. Mais est-ce que je peux donner quand même l'exemple que quand Apple, par exemple, a une invention, ben, il a un accord avec 4 opérateurs, un régulateur, et c'est fait. On peut en fait vendre... Chez nous, 28 régulateurs au niveau européen, sans opérateurs. Oui, mais il faut s'habituer alors à perdre une partie de sa souveraineté ou à accepter la souveraineté partagée. C'est pas perdre sa souveraineté, Michel Cabal. C'est à réinventer la souveraineté, la réinventer au niveau européen. Et est-ce qu'au nom de la souveraineté, on doit protéger davantage les intérêts stratégiques, le patrimoine industriel de l'Europe qui sont en train de foutre le camp? Tout à fait. Et c'est la seule possibilité, c'est l'Europe. Parce que moi, j'ai suivi quand même de très près l'affaire Alstom. Si on avait eu une politique industrielle au niveau européen, jamais on n'aurait vu ce qui s'est passé maintenant. Guy Verhofstadt, est-ce qu'il faut appliquer à toute l'Europe le principe que vient de donner l'Italien Matteo Renzi à son propre pays? Ne votez pas pour les bouffons. Les bouffons, je ne sais pas qui sont les bouffons en France. Donc, c'est Europe numéro 1 de me dire qui sont les bouffons en France. Non. Alors, sans lien avec ça, le Front National aura une vingtaine de députés sur les 750 de Strasbourg. Oui. Et il va s'associer à d'autres mouvements d'extrême droite. Est-ce qu'ensemble, ils peuvent bloquer la marche de l'Europe? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que notre but, c'est d'être le 3e groupe du Parlement européen, plus grand que tous les eurosceptiques, nationalistes et populistes confondus. Oui. Et puis? Et puis, il ne fout rien au Parlement pour le moment. Les 3 députés, M. Gollnisch, Père Le Pen et Marine Le Pen, ensemble, ils n'ont rien fait pendant ces 3 années. Hier, dans mon croisé, j'ai fait le calcul. Ils n'ont jamais amendé une proposition. Ils n'ont jamais pris un rapport. Ils n'ont jamais été rapporteurs. Donc, c'était 0 plus 0 plus 0. Ça fait 0. J'ai posé la question à Jean-Claude Juncker. Ni lui, ni Martin Schulz n'ont visité les camps de réfugiés de Lampedusa et de Sicile. Et vous? Moi, j'ai pas été, c'est vrai, mais je sais ce qu'il faut faire, c'est renforcer Frontex le plus vite possible, et deuxièmement, développer le plus vite possible aussi une politique de migration légale, parce que c'est la meilleure façon de lutter contre la migration illégale et le traite des êtres humains. Merci beaucoup Guy Verhofstadt d'être venu ce matin sur Europe 1. Jean-Pierre Rameau. C'est un bon défenseur, non. Demain, Gilles Carrez, parce que les chiffres des économies des impôts de la sécurité sociale des régions, c'est le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Et puis voilà. Et puis il faut voter pour Verhofstadt ou pour les autres, mais il faut voter dimanche. C'est une bonne idée, c'est pas mal. Les Européens, Udi, Modem, merci. Merci d'être venu ce matin sur Europe 1. Merci à vous Jean-Pierre.